Salut à tous, la suite avec Astana. Ici l'épisode 7 dans lequel je vous propose d'avancer le plus possible sur le mois de juin. Ça va dépendre un petit peu, le temps qu'on va passer sur les courses principales va dépendre de l'intérêt évidemment de ces courses-là. Et pour autant le programme est intéressant suite à un Giro que Vingegaard aura remporté, sur lequel on aura eu un certain succès, mais avec quand même un petit, je ne sais pas, un petit malaise lié à la non-domination réelle de la Visma Lease Bike. Alors après, c'est vrai que pour nous, pour Astana, Fortunato a été incroyable, puisque après s'être fait damer le pion plusieurs fois, c'était assez rigolo quand même, hein. Fait deuxième, battu sur la ligne, alors de manière plus ou moins nette, quoi, hein. Quand Almeida le reprend ici, il va pas le passer sur la ligne, hein. Mais voilà, il va y avoir une fois Vingegaard, une fois l'ami Pozzovivo l'avait fait, une fois Almeida, et même une fois David Gaudu pour sauver un peu son Tour d'Italie. D'ailleurs, David Gaudu qui va enchaîner avec le Dauphiné. Je ne sais pas à quoi joue l'IA, mais si l'objectif c'est de le crever, l'objectif va être rempli. Bref, voilà. Donc jusque-là, on avait eu une saison qui était plutôt, moi je trouvais plutôt sympathique, avec sur Tirreno une opération tout à fait spéciale où on a réussi à déstabiliser le roi Pogačar, avec Paris-Nice pour Geraint Thomas, avec, vous voyez, Lutsenko qui se prépare. Lutsenko est tranquille, il ira sur le Dauphiné, mais il y aura des petits calculs à faire, je vous montrerai ça dans quelques minutes, pour gérer, mais voilà, autant on avait maîtrisé notre sujet sur Tirreno et on avait réussi à mettre à mal Pogačar, autant là maintenant on s'attend à une période sur laquelle Pogačar va être spécialement en forme. J'avais simulé Vlasov en Romandie, il y avait eu Pogačar autour du Pays Basque, et puis Mats Pedersen était passé très très près du triplé sur les monuments, puisque, regardez, il est deuxième de Milan-San Remo, mais ensuite gagne le Ronde et Paris-Roubaix, s'il vous plaît. Donc c'était quand même assez somptueux, la saison Mats Pedersen pour le moment. On ne peut pas dire que sur les tours de 7 ou 8 étapes, 6, 7 ou 8 étapes en tout cas, World Tour, et on peut pas dire non plus que sur le Giro on puisse dégager réellement qu'il y a une domination de telle ou telle équipe sur ces courses-là. Donc la saison voit un certain partage au niveau des victoires. Nous, on a réussi à avoir notre bâton de maréchal à Liège, avec cette arrivée juste surprenante, et où Thomas Pidcock se fait passer sur la ligne. Puis un peu plus tôt dans la saison, on avait le grand privilège de pouvoir gagner au Strade Bianche avec Scaroni, déjà lui. Donc vraiment une belle saison pour l'Italien, hein. Donc deuxième du Giro, moi je suis pas dupe. Je trouve que c'est précisément parce que, ça c'était la flèche wallonne, c'est parce que la Visma Lease Bike et les autres n'ont jamais réellement fait le boulot. Voilà, donc je reste un peu sur ma faim, je suis comme certains d'entre vous, par rapport à ce Tour d'Italie, qui par ailleurs avait pu avoir quelques aspects assez sympathiques, mais bon, voilà, cette saison est ce qu'elle est pour le moment. On remplit nos objectifs, vous voyez, on fait remonter un peu le baromètre de performance, puis on a comme ça des contacts qui s'établissent peu à peu, et il y a notamment l'arrivée de la Lampre toute seule, et on suit quand même toujours cette piste de Lampre Abarth, une marque de voiture italienne. Pas si tout le monde connaît Abarth, mais voilà. Donc ensuite, je vous avais montré que Ayuso, Bettiol, Lascano et Aranburu étaient nos cibles principales pour l'an prochain. Et après, par rapport à la Philippe ou pas, il va y avoir un petit calcul. Je m'étais amusé à essayer de me projeter. Et
tout en m'apercevant que donc les trois Ayuso, Aranburu, Lascano, Bettiol vont coûter 33 points, merci. Donc, étant donné que je veux prolonger quand même un certain nombre de coureurs déjà là, il restera plus que 7 points, ce qui veut dire qu'on a droit à un vrai beau coureur, mais pas non plus à la Philippe ou pire, Pedersen, quoi. Pour dire un peu. Ouais, c'est dommage, hein, à un certain niveau. Il aurait fait du bien, Pedersen, hein, sur les pavés, mais aller chercher l'un des trois meilleurs, est-ce que c'est vraiment l'esprit? Je sais pas. Donc voilà, la période, elle est préparatoire au Tour de France, avec, déjà, j'ai eu un petit mal de crâne au moment de vérifier que j'étais bien partant pour aligner ces coureurs-là sur le Dauphiné, et les coureurs prévus également sur le Tour de Suisse. Des fois, hein, on fait les choses en janvier, et puis après, en juin, on voit les choses autrement. Hein. Et en l'occurrence, ce Dauphiné assez montagneux sur les 3 dernières étapes, avec notamment une étape 7 qui promet de faire exploser un peu tout le monde dans tous les sens. D'ailleurs, l'étape 8 peut aussi donner le même résultat. Hein. Est à mettre en balance avec un Tour de Suisse, là aussi très montagneux, même si, petit prologue, étape vallonnée, étape un peu vallonnée aussi, puis après, par contre, ça commence. Énorme, le passage du Saint-Gothard, là. Énorme montée finale à l'étape 5, 6 plus calme, 4 était dur aussi, pardonnez-moi, j'ai oublié de le signaler. Après, encore une étape très difficile sur l'étape 7, qu'est-ce que ça va grimper, hein. Et enfin, un contre-la-montre en montée, un peu comme ce qu'on a déjà connu sur le Giro certaines années. Donc, encore une fois, un défi assez incroyable. Donc, moi, je cherche pas vraiment à gagner ces courses-là, dans le sens où c'est trop difficile. Et puis je me suis rendu compte en faisant mes petits calculs que Alexei Lutsenko, il allait encore emmagasiner un certain nombre de points. Vous voyez, là je suis le 1er juin. 1,5 plus 24 points de Dauphiné, 8 x 3, plus 13,5 qui sont en fait du 9 x 1,5, plus 10,5 2 jours de course, 3 jours de repos. Ouais, mais alors le problème, c'est que ça nous emmène à un pic le 24. Mais le Tour de France commence pas le 24. On perd quelque chose. Je me suis donc décidé à programmer un abandon au matin de l'étape 5 pour Alexei Lutsenko afin de préserver ses chances d'être avec un beau pic de forme le matin du Tour de France. Encore une fois, si tout se passe convenablement. Donc voilà, les petits changements de dernière minute. On envoie Zelik sur le Dauphiné comme porteur de bidon, protecteur, équipier. Et je renvoie plutôt Ide Sreling sur le Tour de Suisse, où peut-être il aura plus moyen de s'amuser. Chose amusante, vous voyez, on est le 1er juin. Si je veux, je peux encore mettre le Dauphiné comme objectif à Zelik. Et il va bénéficier des bonus. Ah ok, il ne va pas fabriquer un pic, mais il peut quand même être gratifié de cet objectif-là. Je trouve qu'on pourrait changer ça. Je mets aussi une forme à 95 à Fortunato, qui nous fera une petite pige du côté du Tour de Suisse, une de ses courses préférées, c'est pour ça que je l'aligne, sinon je l'aurais laissé se reposer. Voilà, donc au niveau des mini-modifications de dernière minute, les stages ayant déjà eu lieu, ce sera soit les courses que vous voyez, soit du repos, soit évidemment les championnats nationaux, que ce soit en contre-la-montre ou bien évidemment la course en ligne à chaque fois. Critérium du Dauphiné, c'est parti. Après cette longue remise en situation, on a 4 étapes pour juste faire participer Lutsenko. Et puis il faut trouver d'une manière ou d'une autre un moyen d'exister sur ce Dauphiné. Vous êtes tant qu'à le jouer, j'aimerais que le sponsor soit satisfait et que, par exemple, on récupère une visibilité correcte.
Ça veut dire quelque chose qui ne fait pas baisser le baromètre de performance. L'étape 1 est une étape sur laquelle il n'y a pas beaucoup d'émotion. Il y aura un sprint intermédiaire, il y aura surtout une arrivée qui s'annonce probablement au sprint. Oui, avec un joli train Lidl Trek sur la gauche de la route et quand même un petit train pour Christophe Laporte du côté de la Visma Leasebike. Du coup, moi je me dis, écoute, tu cales dans la roue de Jonathan Milan, tu cales Davide Ballerini, et puis bah, après, advienne que pourra. C'est pas, c'est pas facile de prévoir les choses. J'ai relevé Tejada et Zelik. Tejada est là pour faire des bornes. Hein. Et puis c'est parti. 4 km restants, un peu moins, 3 à présent. On est toujours bien calé dans la roue de Milan avec Ballerini. Allez, accélération de Milan. Ballerini qui tient parfaitement la roue du sprinter italien et qui le coiffe sur la ligne. Mais alors là, c'était littéralement sur la fin. 3e place pour Christophe Laporte. Oliveira, Pasqualone, Coquard viennent compléter 1re place. Waouh, déjà une surprise sur ce Dauphiné. Jonathan Milan est battu au sprint par Ballerini qui vient comme ça tout seul, comme un grand, avec aucun train, battre au nez à la barbe, gagner au nez et à la barbe de certains très bons sprinters. On aperçoit aussi Max Walscheid, on a Vandenberg qui peut aller vite parfois, Ganna qui peut sprinter. Et c'est mine de rien seulement la première victoire de Ballerini de la saison. Jusque-là, il avait fait l'équipier modèle. Et là, il a été payé. Ok. Étape 2. Arrivé au sommet, au col de la Loge. Alors cette fois, on va essayer de voir de quel type d'étape il s'agit, en ce sens que est-ce que ça va terminer à une vingtaine de coureurs? Est-ce que ça va terminer à une cinquantaine, à une centaine? Voilà, c'est ce qu'on va voir. Évidemment, en fonction de ça, on essaiera de peut-être participer à l'arrivée. Toujours est-il que, avec son beau maillot jaune, Davide Ballerini est un peu protégé. Vous voyez, j'ai des égards vis-à-vis du porteur du maillot jaune, même s'il n'est absolument pas grimpeur. Et sinon, je protège, par principe, je protège Lutsenko. Après, s'il y a un coup à jouer pour Charmig, pour Pronsky, pour Velasco, ou peut-être plus tard dans ce Dauphiné, sur Tejada en échappée, Tejada ce serait, ben pourquoi pas, hein. Parce que je suis encore un peu hésitant sur qui de Charmig, Pronsky, par exemple, nous accompagnerons. Ça se joue un peu entre les deux, hein, pour moi. Charmig ou Pronsky pour la 8e place sur le Tour de France. Voilà. Mon interrogation, elle est là. Donc, ben, il va falloir se faire une petite idée. Lequel des deux mérite le plus? Ben, en tout cas, je relève au moment où ça devient beaucoup trop difficile. Et puis ça va trop vite. Je relève Tejada, Ballerini. Il y a d'autres batailles à livrer, notamment dès le lendemain. Et puis, on va essayer de s'accrocher. Vous voyez, je regrette que ces derniers kilomètres se disputent avec trop de coureurs présents dans le groupe Pogacar, on dira, hein, dans le peloton. Donc nous, on va tenter un peu notre chance. On va peut-être sprinter un peu tard. C'est sprinter un peu tard, mais après, on n'a plus de jus, on n'a plus rien. Tobias Johansen s'impose pour la Uno X. Donc une victoire pour Astana, une victoire pour Uno X. C'est pour l'instant vraiment les petites équipes qui viennent chercher des victoires. Est-ce que ça va durer? 3 petits points. En tout cas, belle victoire pour Johansen. Et moi, ça me fait plaisir. Moi, en fait, c'est une équipe que j'apprécie, la Uno X. Je la trouve assez sympa. Pour être très franc, j'aurais déjà
pu vouloir jouer avec eux. Tellement elle a quelque chose de prometteur, elle a ce plan quand même peut-être d'accéder au World Tour à moyen terme, avec une construction nordique, quoi, hein, une architecture d'équipe très très recentrée. Je trouve que c'est un projet rigolo. Bon, voilà, je vais pas le commencer maintenant, je vous cache pas. Il faudrait déjà avoir le temps d'avancer avec Lotto, avec Astana et avec le nouveau sponsor surtout. Allez, étape 3, on va se faire plaisir. Il y a peut-être une échappée à aller chercher. Toujours est-il, regardez que moi, ce que je vise, c'est pas la victoire finale, c'est le sprint intermédiaire. Pourquoi? Parce que Ballerini, mine de rien, est porteur du maillot vert. Et il y a un classement à attaquer. Vous voyez, c'est pas là-dedans qu'on va s'imposer, hein, probablement en tout cas. Donc, Ballerini ayant déjà des possibilités, puisqu'il est bien placé, on va essayer de prendre ici une dizaine de points et puis voir un peu ce que ça donne derrière. Allez, du coup, on a creusé un petit peu sur Jonathan Milan et puis on verra bien comment ça peut se passer. Voilà, Ballerini qui colle, mais là c'est plus pour pas sortir du groupe. Et puis Zelig le pauvre jette l'éponge à ce stade-là, et puis après on va se relever. On va se relever très calmement, voilà. On va attendre le peloton, on va se caler, on ne sait jamais. Il y a peut-être un sprint à aller disputer, puisque l'étape a beau paraître difficile, il n'est pas dit que ça fasse pas comme la veille, avec très très peu d'écrémage au final. Donc voilà, je me dis que c'est possible. Tejada et Zelik, bientôt rejoints par Charmig, prennent beaucoup de retard au général, mais rentrent assez tranquillement, ce que je voulais. Je veux absolument que Tejada se refasse la condition physique, mais sans forcer le moins du monde. Et on aura l'utilité du grimpeur colombien. Tejada sera utile. Simplement, il faut le faire au bon moment. Alors, ici, dans le final, vous voyez, je subis un peu l'accélération. Mais après, mine de rien, Velasco, Lutsenko, il y a peut-être un sprint à aller négocier là. Hein, avec Davide Ballerini qui, lui, est emmené par Prolski. Et vous voyez, Pogacar le prend sur son punch. Prend une victoire d'étape assez facile, assez donnée. C'était assez mal organisé de part et d'autre. Nous, on n'avait plus grand-chose à faire valoir sur la toute fin. Hein. Attention, on n'est pas sous pic de forme. On n'a pas de très très bonnes notes. Je trouve que pour la deuxième fois d'affilée, voilà, le final ne tient pas ses promesses. En revanche, Milan n'a marqué aucun point. Ballerini a marqué des points de 6e, mais aussi les 10 points de sprint intermédiaire, vous m'avez compris. Je fais le classement du maillot vert sur ce Dauphiné. Et j'espère ainsi ne pas ressortir bredouille de cette course qui a priori n'est pas très propice. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, étape terminée. On va enchaîner. C'était la 3. Donc Pogacar s'empare du maillot, tout va bien. Et au niveau du classement par points, on a un petit peu d'avance. Donc, pourquoi ne pas rêver à le conserver, ce maillot. Donc voilà, après, étape 4, oulala. Là, c'est un contre-la-montre de presque 34 km qui est avec peu de relief, dirons-nous. Dès lors, nous, on n'est pas vraiment invités. Le seul qui est capable de faire un temps correct, c'est Alexei Lutsenko, qui abandonnera sûrement le lendemain, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, pour se reposer, pour se préparer au Tour de France. Donc voilà, les petits arrivés ici et là. On a quand même Velasco qui fait un pur contre-la-montre, lui. Hein. Il fait une superbe perf. Il a, par contre, perdu pas mal de temps entre le premier et le deuxième intermédiaire. Et on va regarder à l'arrivée.
s'il y a encore du temps perdu entre deuxième et troisième. Ouais, en fait c'est entre deuxième et troisième que c'est flagrant. Donc il semblerait que ce faux plat montant là, final, on le vive très très mal. Lutsenko, comme c'est prévisible, hein, va bien figurer hein, sur ce contre-la-montre. De toute façon, il est rouleur. Il est très très capable de très bien faire. Et après, ce qu'on veut voir évidemment, c'est avec combien est-ce qu'il va arriver. Suspense. Est-ce qu'il dépasse Armirail? Non. Non. Il a un peu payé sur la troisième partie. À titre de comparaison, Gaudu a fait mieux que Lutsenko sur ce contre-la-montre. Et que va faire Filippo Ganna? Ah, ça peut nous intéresser. Waouh, il a catapulté le temps de Armirail. Geraint Thomas dans la foulée. Non. Geraint Thomas ne bat pas Filippo Ganna. Fjellmose se place-t-il? Ouais, ça va. Il se place. Il ne subit pas trop de retard sur cette étape-là. Allez, Tadej, est-ce que tu gagnes ou est-ce que tu la laisses à Ganna? Deuxième. Deuxième, donc, Pogacar à 10 secondes de Ganna. Et, bon là, on commence à voir les favoris qui sont placés, mais il va falloir attendre la montagne pour savoir vraiment. Ganna est deuxième. Il est revenu, hein. C'est encore assez serré, et puis, surtout, tout ça n'est pas décanté. Tout ça sera décanté certainement pas à l'étape 5, qui paraît là aussi peu difficile. Alors après, c'est vraiment la mort dans l'âme hein, que je fais abandonner Alexei Lutsenko. Hein. Vous doutez un peu, si vous me connaissez, que j'aurais adoré batailler pour un top 10 sur ce Dauphiné avec le Kazakh. Mais c'est juste pas raisonnable. On va pas se tirer une balle dans le pied. Avec un pic trop tôt sur le Tour. Surtout que la troisième semaine, elle est très très intéressante sur le Tour de France 2024. Ballerini, vous l'avez vu, a cherché à prendre l'échappée. Sa bataille derrière quand même, hein, pour contrer. L'échappée n'est pas facile à prendre, hein, c'est comme bien souvent sur PCM. Au final, ça sortira à 5. Le petit jeune là de la Quick Step, c'est Ubi. Mine de rien, c'est un poil à gratter, lui. Hein. Mais ça n'empêchera quand même pas Ballerini de prendre les 10 points. On commence à asseoir une certaine avance. Enfin, sauf si Pogacar se met à gagner les 3 étapes qui suivent. Quoi. Parce qu'à ce moment-là, il prendra tellement de points, et Ballerini n'en prendra pas beaucoup, qu'il risque d'avoir le dernier mot. Hein. Donc voilà, bon an, mal an, il y a des petits GPM, je les ai pas disputés, nous on s'est relevé très vite. Après ce sprint, hein, regardez, on a David et Ballerini qui est à -1, je vais pas faire d'excentricité. Alors, tout le monde est dans une forme qui est plutôt moyenne, voire médiocre. Et on va attendre sagement l'arrivée. Alors, on fait quoi? On prend la roue de Milan, on prend une autre roue, lancer nous-mêmes l'ami Ballerini me paraît un rêve. On peut pas être efficace là-dessus. Donc, je me dis, allez, au moins, positionne-toi. Tu te positionnes, on est sur une étape sur laquelle, mais finalement, c'était vallonné, et je vois aucun train. Et du coup, je me dis, en fait, vas-y, hein. Tu vas essayer de lancer avec Velasco, puisque c'est complètement désorganisé derrière. Il y a quelques petites attaques, mais il n'y a rien de construit. Du coup, on va attendre le moment qui nous paraît correct, puisqu'il y a plein de virages, et puis on va lancer à 2 km, hein, regardez. On lance à 2 km Velasco, et après je vais lâcher à 800 mètres David et Ballerini, pour une victoire nette et sans bavure de l'Italien, sa deuxième déjà sur le Dauphiné. Le mec, il n'a pas gagné une course de l'année, il en prend 2 sur le Dauphiné, alors qu'il n'est pas
pleinement sprinter. Donc je sais plus quoi dire. Après je suis content, hein. C'est pas trop mal joué, quand même le dire. C'est pas trop mal joué hein, en termes d'opportunisme. Mais c'était étrange quand même que personne chez Lidl Trek n'ait construit un train pour faire gagner Jonathan Milan, quoi. À un moment donné, faut être sérieux, hein. Donc bon, ok. Bah du coup, ça va nous faire un petit changement général, puisque les bonifications font que Ganna prend le maillot jaune, et Davide Ballerini s'échappe en tête du classement par points. Excellente opération pour nous, vous l'avez donc deviné, ça se précise. Ça se précise surtout parce que l'étape suivante, quoique très difficile dans le final, propose un sprint intermédiaire qui est tout à fait accessible. Donc là je suis au stade où j'ai envie de tuer la course pour le maillot vert. Donc je vais envoyer Davide Ballerini en échappée. Sauf que regardez, c'est trop amusant. Filippo Ganna, qui est, je crois, deuxième du classement du maillot vert, du coup, forcément, il a suivi. Hein. Il a suivi. Forcément, il y a un problème. C'est que la présence du maillot jaune, ça fait rouler les autres derrière. Et cet échappé a quand même toutes les peines du monde à prendre son envol. Alors moi, j'essaie de m'échapper avec Ballerini pour qu'on nous fiche la paix, quoi, hein, que Ganna se relève et qu'il reste avec les autres coureurs de plus grande valeur. Mais non. Ganna s'accroche. Alors, moi, je dis bravo à un certain niveau, bravo le jeu. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on nous avait annoncé justement ça, qu'il allait y avoir une intelligence artificielle qui allait prendre en compte les classements les positions, en tout cas aux classements annexes, et qu'en fonction de ça, on allait pouvoir avoir des gens venir contester la prise de points sur les GPM, sur les classements par points intermédiaires, bref. Vous avez compris que ça s'entend pas trop dans cet échappé, de toute façon on n'a pas de champ, peu importe. Et Ballerini va, comme ça, hop, prendre au moins les points de deuxième, il y en a 6, à défaut de mieux, sachant que le petit Ubi s'est échappé, il avait fourmi dans les jambes lui, et il veut pas lâcher l'affaire, alors que plus ou moins tout le monde va se relever. Ballerini en premier, hein, on va se calmer, la fin d'étape n'est absolument pas pour lui. Donc voilà, on va terminer en roue libre, on est allé prendre nos points. On l'a fait à la Peter Sagan, quoi. Qui allait, hein, souvenez-vous, prendre les points intermédiaires pour le maillot vert. Qui en a gagné un nombre assez record. Voilà, Pronsky est sorti, vous l'avez vu, me fait pas beaucoup d'illusions non plus, mais sait-on jamais, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien, et j'aime bien essayer aussi de tester ces coureurs-là. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une lutte entre Charmig et Pronsky pour ce qui est de la 8e place sur le tour, et étant donné que pour moi, Fedorov est partant certain, Ballerini est partant certain, Velasco est certain, évidemment Lutsenko c'est obligé, puis après il y a Sreling que je veux prendre, et puis il y en a encore en plus de Fedorov, il y en a encore 2 autres que vous verrez sur le Tour de Suisse. Voilà, donc ça s'excite un peu dans le final. J'ai absolument pas les moyens de suivre. Je n'ai aucun moyen de suivre. Pogačar a failli faire la différence et partir tout seul. Il est néanmoins suivi par Félix Gall. Je crois qu'il y a Ewan Kostiou dans les parages. Kemna, mais surtout, qui est sorti de manière très surprenante, Steph Kras. Steph Kras prend donc la victoire ici. Chris Harper deuxième. Je vais pas vous mentir, hein. Moi ça m'arrange. Hein. M'arrange que Pogačar prenne pas les points du maillot vert au sommet. Hein. Donc j'ai intérêt à ce que d'autres gagnent les étapes. Après j'ai rien fait. Hein. J'ai rien fait pour. Je me suis juste accroché. Puis après il y a eu un moment où même Velasco et Pronsky, ils ont dû se relever. Et puis les autres étaient relevés depuis bien longtemps. On est assez faible, hein. Mais est-ce que pour autant ça devient inintéressant ? Selon moi, non.
Parce qu'en fait, on peut toujours se trouver des motifs d'intérêt dans une course, même quand on est insignifiant pour le général. On n'existe pas. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est des expériences amusantes à tester. Sur cette étape, au final, Pogačar aura récupéré le maillot. Ganna reste pas loin, mais on sent que ça va surtout se jouer entre peut-être le Slovène, entre Geraint Thomas et peut-être Skjelmose. Et puis de l'autre côté, lentement mais sûrement, on a construit notre avance. Bon voilà, je l'ai déjà dit. Ça commence à sentir plutôt bon et ça nous permet, avec les 2 victoires d'étape, d'avoir une belle visibilité sur ce Dauphiné. Étape 7, terrible. Alors tiens, un petit zoom sur Tejada, regardez. En seulement 5 jours de course, le gars est monté de 68% à 81% de niveau de préparation, toujours avec une fatigue dérisoire, logique, il a été blessé, et mine de rien, la cote de Tejada pour venir faire quelque chose de solide sur le Tour de France, elle remonte, et je suis assez content, voilà. C'est la petite parenthèse. Alors évidemment, le gars fait un Dauphiné insignifiant, mais encore une fois, on sait un peu pourquoi. Ici, j'ai pas pu prendre l'échappée. J'étais beaucoup trop au fond du peloton pour cela, et j'ai essayé de remonter ensuite avec Pronsky, vous voyez, qui a essayé de remonter Tejada et Velasco avec Charmig, mais non, c'est une étape qui est pas vraiment pour nous. En plus, regardez, l'intermédiaire du classement par points est situé beaucoup trop loin, après des difficultés trop grandes pour qu'on puisse vouloir espérer quoi que ce soit. Je sacrifierai donc un peu Ballerini en protection, et puis au moment où Pronsky sera lessivé, puisque le pauvre est à -3 aujourd'hui et que ça se passe pas bien. Voilà, donc vous voyez ici Ballerini, on est dans le col de la Rama, et puis encore une fois, après le travail des UAE, que je vous avais montré en début d'étape, là maintenant, c'est Ineos qui bosse. Là il reste encore un petit UAE, c'est Ayuso, hein, c'est notre ami. Honnêtement, j'ai eu peine de voir comment les UAE se sont décomposés au fur et à mesure de cette étape. Allez, on est encore très 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 loin, et pour ainsi dire, Pogačar est tout seul. Il est tout seul alors qu'il reste 40 bornes, dont un très beau col à gravir, excusez-moi. Et puis surtout, ce que j'ai vu, même dans la descente, c'était que Skjelmose en faisait peut-être un peu trop, mais surtout que Pogačar prend beaucoup trop de relais. Il prend beaucoup trop de relais. En fait, il veut tout faire tout seul. Même dans la plaine ensuite, c'est beaucoup trop de travail pour Pogačar. C'est à un équipier de faire ça. Puis derrière, les autres, ils boivent du petit lait. Hein. Ils sont tranquilles, calés. Geraint Thomas, par exemple, Romain Bardet, par exemple, Ewan Kostju. Voilà, vous les avez tous. Résultat, oui, hein, on s'y attendait plus ou moins. Hein. Craquage de Pogačar à environ 6 km de l'arrivée. Il est en défaillance. Et on peut déjà l'annoncer à ce moment-là, avec 5 et quelques kilomètres restants, il a perdu le Dauphiné. Il perd le Dauphiné sur une étape 7 où l'équipe a été calamiteuse et où il s'est retrouvé à devoir faire trop de travail. Allez, le final va être amusant. Très amusant. Kostju va s'imposer, non? Regardez ce qui va se passer. Kras il n'en peut plus. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Allez, Johansen va s'imposer finalement. Ah bah non. Au final, c'est Lennart Kemna qui vient coiffer au poteau. Ouais, c'était assez bizarre, hein. C'était toute fin. Kostju prend la 3e place, le français. Skjelmose paye l'addition de quelques efforts. Thomas, apparemment pas dans sa meilleure forme. Bardet a fini par lâcher. Formolo était dans l'échappée. Hein. Félix Gall, pareil. Rodriguez. Ça arrive au compte-gouttes. Vous allez me dire, mais il est où? Il est là. Pogačar va arriver, mais en même temps que Mas, apparemment pas préparé non plus, et Ganna
à peu près au maximum de ce qu'il peut faire sur ce terrain-là. Par contre, Pogačar va arriver à 5 minutes du vainqueur. Donc voilà, triste, très triste constat que cette gestion UAE calamiteuse sur cette étape 7. Pogačar a perdu le Dauphiné maintenant. La question qu'on se pose tous, c'est en fait, qui a récupéré le maillot jaune, hein, donc, qui a récupéré le maillot jaune? Ça se joue entre... allez, j'attends. Hein. Voilà. C'est Costiu, le français, d'Airbnb Hotel, qui récupère le jaune. Après, l'avance est faible par rapport à Askel Moseux et Geraint Thomas. Tout se jouera donc dans la 8e étape. Suspense donc garanti. Et le juge de paix de ce Dauphiné sera donc cette ascension jusqu'au plateau des Glières. Vous verrez, c'est rigolo, juste après la ligne d'arrivée, il y a le chemin en gravier, hein, si j'ose dire. Donc voilà, on essaie de prendre l'échappée avec Ballerini. Et puis moi, j'essaie d'y ajouter la petite touche pour se faire plaisir, à savoir Velasco dans l'échappée. Alors, je vous dis pas que ça s'est fait super facilement, mais ça a fini par se faire. On s'échappe, on est quand même assez nombreux, 14 coureurs. Alors, l'objectif, il est clair, hein. Peut-être avec Ballerini, protéger Velasco, qui va peut-être essayer de jouer la victoire d'étape. Et puis Ballerini, s'il peut arriver à grappiller quelques points encore pour asseoir définitivement son maillot vert, eh bien tant mieux. Voilà. Donc voilà, on fait les maillots, on fait même les GPM, parce qu'en fait il n'y a pas de vraie hiérarchie. En tout cas, elle peut être discutée sur le classement de la montagne. Et Steph Kras ne possède qu'un seul point d'avance. Enfin, c'est pas du tout établi tout ça. Il y a encore pas mal de points à distribuer ce jour-là. Et donc je me dis, allez, pourquoi pas, tiens. Et si on allait tutoyer le maillot de la montagne? Alors, après, vous avez vu, j'ai fait du montage comme d'habitude. Et on se retrouve bien plus loin avec une énorme avance. D'accord. On a donc compris que, sauf revirement de situation auquel on ne pense pas, l'échappée va se disputer la victoire. Elle est à 10 minutes sur le peloton. J'ai laissé Tejada dans le peloton exprès. Tejada que j'aurais jamais pu envoyer, hein, ça s'est pas joué. Enfin voilà, c'était pas le cas. On pensera à lui sur le Tour de France. On s'inquiète pas. Ça, c'est un moment où, à l'arrière, ça secoue. Évidemment, les Airbnb essaient de défendre un peu le maillot de Costiu, hein, c'est logique. Et puis à l'avant, moi j'avais pris le parti de monter, mais tranquille. C'est-à-dire que je voulais pas fusiller l'ami Velasco sur cette avant-dernière ascension du jour. Du coup, je lui avais mis un petit 74 curseur. Et vous voyez, après, il a fini par rattraper très très facilement les 4 hommes, dont 2 Visma. Attention, hein, il y a Thiolet et Jan Tratnik. Donc, dangereux. On voit l'écart, hein, il est très important. Davide Ballerini a fini par se relever, hein, ça c'est légitime, on l'a vu passer. Et puis il y a eu gros écrémage dans le peloton. Moi j'ai relevé Tejada, j'ai relevé tout le monde. Voilà. Maintenant il n'y a plus qu'un seul enjeu, hein, dans cette étape, c'est arriver au bout et puis peut-être avec une très belle surprise pour Velasco. Donc on s'applique. Alors je commence toujours. Ah, il joue bien le coup, hein, Visma. Hein. Il joue bien le coup parce qu'ils envoient un type, ils sont 2, hein, donc forcément ils en font attaquer un des 2, bravo. Et puis nous, en fait, on va essayer d'avancer à un rythme raisonnable, mais sans non plus se cramer. En fait, je veux qu'il m'en reste jusqu'au bout de l'énergie. Donc, vous voyez que Tratnik est resté avec nous, et devant, il y a Thiolet, notamment. Donc c'est un peu le suspense réside ici, hein, c'est comment faire pour damer le pion aux 2 Visma. Bon là par contre j'appuie très très fort sur un très gros effort. On va essayer d'en éliminer une partie. Regardez, il y a peut-être moyen de se débarrasser. En tout cas Johansen a sauté, Tratnik a sauté également. Voilà, parfait. On est à 3, il y a aussi Harper
Et là, moi je me dis, celui qui a fait de la patinette toute la journée, c'est Thiolette. Donc forcément, il lui en reste plus. On a pris la roue et on va essayer de s'accrocher à Thiolette le plus longtemps possible, sachant qu'Harper a lâché. Allez, l'arrivée est proche. On reprend un petit peu de barre rouge pour sprinter. Il y a encore quelque chose de possible. On va peut-être s'imposer. Allez, ce serait pas mal. On lance le sprint. Peut-être. Waouh. Énorme. En 2 temps. Thiolette, finalement, s'impose. Et on a fait un coup d'épée dans l'eau pour ce qui est de faire gagner Velasco. Mais j'ai bien aimé cette étape. Je trouvais que la lutte était sympa. Pogacar termine devant les autres favoris, mais il avait déjà tout perdu la veille. Bardet, Geraint Thomas vont par contre avoir lâché Kostju. Vous l'avez donc déduit, surtout que Skel Mose n'a toujours pas fait son apparition. Voilà, il arrive très tard. C'est rigolo, hein, les mecs qui sont... ils étaient en défaillance pendant une partie de la montée, puis ils terminent au sprint. Bon, enfin ouais, c'est parenthèse refermée. Donc vous l'avez peut-être déduit, sinon on va le découvrir juste après. Qui a gagné le général? Pas Kostju, pas Pogacar, du coup pas Skel Mose. Ça laisse peu de possibilités. Bon voilà, donc cette étape après, on va le voir juste après, hein, je dis rien. Mais cette étape, j'étais content parce que on a failli aboutir, on est parti de loin, il y avait vraiment un coup à jouer. Et on termine presque sur la plus haute marche. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Visibilité 10 pour ce Dauphiné. Et c'est Geraint Thomas qui s'est imposé au final. Eh bien, ça n'est pas la première victoire pour Geraint Thomas sur les épreuves World Tour par étape cette saison. Il me semble qu'il en avait accroché une. Pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Paris-Nice. À vérifier. Je m'en souviens déjà plus, rendez-vous compte. Et sinon, Kras se sera bien accroché à son maillot de meilleur grimpeur, si j'ose dire. Ballerini aura bien obtenu son maillot vert. Je suis très très satisfait. C'était un super Dauphiné de mon point de vue. Et encore plus quand on prend en compte le retrait tactique d'Alexei Lutsenko. Vous allez voir que sur le moment ça pique et après coup ce sera une bonne décision, je le crois. Tour de Suisse. Alors là, on a... j'ai emmené Fortunato parce que c'est sa course, c'est une de ses courses préférées. Puis autour, il y a Sreling et puis quand même un bon paquet de coureurs qui vont être des équipiers. Hein. Que ce soit, vous voyez, le petit Vinokourov, que ce soit Santi Umba, donc intéressant Umba. Hein. Moi je l'aime bien, mais c'est comme Vinokourov, hein, c'est équipier en montagne ou en terrain un peu vallonné, mais pas davantage. Hein. Sreling sera sur le tour en revanche. Morkov, ça c'est pour respecter le vétéran et prendra sa retraite à la fin de l'année. Je l'ai aligné, j'avais envie de le prendre. Le petit Lopez, vous l'avez vu passer. Fedorov, par contre, sera sur le Tour de France. J'espère avec un maillot du Kazakhstan. Je dis ça, je dis rien. Et puis après, évidemment, on a notre non-spécialiste du contre-la-montre et du prologue en général. C'est Lorenzo Fortunato, qui a bien d'autres qualités à faire valoir. Josh Tarling ne gagnera pas. Bissegger et Bjerg ont fait les 2 meilleurs temps à ce stade-là. Roglic, non, Roglic ne gagnera pas non plus ce prologue. Stefan Kung alors, peut-être. Kung, oui, meilleur temps, égalité avec Bissegger. Wout van Aert, pour écraser tout ça, eh bien, ils sont 3 dans le même temps. Incroyable mais vrai. Evenepoel, même temps. Bon bref, vous l'avez compris, c'était pas bien long comme prologue, mais ça s'est soldé par une égalité à 3. Alors qui a le maillot? C'est Bissegger. Voilà, Bissegger, il devait y avoir des centièmes peut-être, ou des dixièmes de seconde, voilà, peu importe. Donc Bissegger, premier leader de ce Tour de Suisse. Quelles sont nos ambitions? Vous voyez par exemple sur ce type d'étape, j'ai une petite ambition. Je me dis que s'il y a un coup à jouer sur la fin avec Sreling par exemple, je le jouerai évidemment à fond. En revanche, ça n'est pas le terrain de Fortunato
Et puis les jeunes sont un peu tendres. Et puis Morkov aura du mal à passer la bosse dans de bonnes conditions pour ensuite sprinter. C'est le déluge, hein. On est dans un temps qui est excessivement pluvieux. On verra, est-ce que ça aura un impact sur les chutes? Je spoil un peu, pour cette étape-là, ça n'aura pas d'incidence. Peut-être pour d'autres étapes sur le Tour de Suisse. En revanche, il y a des points, c'est l'occasion d'en parler, il y a des points intermédiaires qui sont distribués, qui sont assez abondants. Si on veut faire le maillot par points, il faut vraiment partir dans l'échappée. Ça n'avait pas été mon objet là, ici. Vous allez me dire, donc, quel est ton projet? Essayer de gagner une étape. Voilà. J'aimerais gagner une étape sur ce Tour de Suisse. Alors que ce soit par le biais d'un bon coup pris par Sreling, ou d'une échappée peut-être avec une conclusion signée Fortunato, voire même peut-être une surprise venant d'un petit jeune. Voilà, que ce soit Umba, que ce soit Lopez, ou que ce soit Vinokourov, on verra. En tout cas, bon, je me donne les moyens d'espérer sur la fin de l'étape 2, même si on n'ira pas bien loin, vous allez le voir. Attention, hein, il y a Van Der Poel, il y a Wout van Aert, il y a Remco Evenepoel, il y a Roglic, il y a un certain nombre de coureurs qui sont d'une autre trempe que les nôtres, hein, sur ce Tour de Suisse. Nous, on est vraiment des petits poussés. Et Bilbao, tiens, Bilbao, si à lui tout seul, il est meilleur que notre équipe, hein. Bilbao qui attaque. J'adore Bilbao. D'ailleurs, il était chez Astana à un moment donné, hein. Et allez, on sprint. Voilà. On sprint vraiment pour la forme. Tom Pidcock battu. Matthews et Van Der Poel battus par Wout van Aert dans le final. Après, honorable place de Fortunato, 5e. Rien à dire. Ciccone aussi peut-être sera à surveiller. Adam Yates sera le leader du team UAE. Bref, il peut se passer des choses sur ce Tour de Suisse. Ça peut être un bon cru. Et c'est tout ce que j'espère. Pour l'instant, visibilité 4. Et ouais, on n'a pas brillé, hein. On a été fantomatique sur le prologue et assez discret sur l'étape 2. On va donc... Ah, tiens, le maillot de leader a changé d'épaule au bénéfice des bonifs. C'est Wout van Aert qui endosse ce maillot. Étape 3. Étape sur laquelle, a priori, Wout van Aert ne devrait pas quitter son maillot de leader, hein, parce que ces petites bosses dans le final, lui, il les passe facilement et il est même capable d'aller gagner dans la foulée, hein. Donc je ne me mêle pas aux échappées pour le moment. J'attends, hein, parce que il est long, hein, il y a 8 étapes. Hein. 8 étapes, et puis je peux vous dire que de la montagne, il y en a. Donc on ne se presse pas. On va d'abord observer. On va peut-être s'économiser, attendre que ça se décante léger. Puis après, on essaiera de partir en échappée. Donc sur cette étape 3, on attend plutôt un profil sprinter qui passe les bosses ou puncher qui sprinte bien. C'est bête, mais c'est pour ce type de coureur-là, cette étape. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pas essayer de secouer le cocotier un peu, mais c'est pas Santi Umba et le petit Lopez qui vont faire du mal à Evenepoel, Van Aert, Roglic et consorts, quoi. Donc on se fait pas d'idée. Par contre, il y en a un qui a un autre calibre, c'est Romain Grégoire, et lui, il est sorti dans le final. Est-ce que Romain ira au bout? M'interpelle ce cours, hein. J'ai hâte de voir, hein, vraiment encore plus du Romain Grégoire pour savoir ce qu'il vaut et pour savoir la manière dont... Regardez, il part encore là, ici, c'est magnifique. Il lui en reste encore dans les cannes pour voir un petit peu comment ce jeune peut évoluer. J'espère de la manière la plus favorable qui soit, bien sûr. Allez, c'est parti. Flamme rouge. On va sprinter. Et cette fois, ce sera pour... Regardez, il va surgir. On s'y attend pas, là. Hein. Quand on est là, on se dit, c'est qui gagne? C'est le Wout? C'est Mohoric? Ou c'est Mathieu Van Der Poel? Voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose entre les deux. Hein. Donc, entre les trois, même d'ailleurs. Ça s'est joué à peu de choses. La toute fin est assez moche, parce que ça sprint à 60.
Là où ça devrait sprinter peut-être à 4 ou 5, avec peut-être quelques dizaines de mètres d'avance, ou même pas, hein, mais bon, voilà. C'est là que la compression des kilomètres prend malheureusement, et là c'est un choix, mais on peut le comprendre de la part du jeu depuis qu'il existe, hein. Forcément, quand vous comprimez les kilomètres avec un rapport, je ne me souviens plus lequel, mais x10 ou un truc du genre, forcément vous avez ce genre de phénomène, hein. Étape 4. Première étape avec arrivée au sommet. Là, on essaie de partir dans l'échappée, hein, bien sûr, hein. On va commencer à essayer d'être actif. Le petit Santi Umba qui s'en va, voilà, il y a peut-être des compagnons là d'échappée pour peut-être aller poursuivre tout ça un peu plus loin. Derrière, ça contrôle, mais pas tant que ça, par les quick steps, par les Visma. Je sors pas plus. De toute façon, c'était un peu bouché. Et puis en fait, vous voyez que ça se décante jamais. C'est-à-dire que, bon, il y avait une recomposition à un moment donné de cette échappée. Umba en faisait toujours partie, mais sans qu'on puisse vraiment dire que cette échappée est une chance d'aller loin, quoi. Donc est-ce que c'est la présence de Grégoire? Bon, je ne le crois pas. Mais toujours est-il qu'on est repris au pied même de l'ascension. Et quelle ascension, hein, le passage, il est terrible, hein, cette ascension est vraiment terrible. Et donc, je crois qu'elle dure 20 bornes, hein, ou plus. Enfin, c'est un truc insensé, quoi, 25 bornes même. Comment exister là-dessus? Je vais juste essayer de limiter la casse. Voilà, on va voir. Est-ce que Fortunato peut résister un tant soit peu? On sait que c'est le seul, hein, qui terminera de manière décente cette étape, quoi, hein, par rapport à tous les gros noms du peloton sur ce Tour de Suisse. On va donc essayer d'accélérer, mais de manière protégée. On va essayer de s'économiser. Vous voyez, j'essaie de durer. Parce que si on y va tout de suite à 88 curseurs, comment dire, on va très très rapidement disparaître. Alors que si on avance en curseur léger, là vous voyez je suis à 70, mais on pourrait même se permettre aussi loin de l'arrivée de faire un petit 65 curseurs ou des choses comme ça, pour gérer nos forces, contrairement à l'IA qui parfois les dilapide. Après c'est toujours un prorata, hein. Si vous baissez l'effort, vous laissez plus de champ potentiellement à ceux qui donnent tout et ensuite terminent en défaillance. Mais si vous après vous êtes en défaillance, tout le monde en défaillance, vous gagnez pas. Donc j'essaie de trouver un petit panaché. On va terminer ici en effort curseur 62. Il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi, mais il existe des plages d'effort, hein. Plage d'effort. Là, quand je suis à 67 par exemple, 62 même, je suis dans la plage où c'est la note de montagne qui œuvre. Et si j'étais à 88, ce serait ma note vallon, par exemple. C'est pour donner un exemple. Roglic est sorti dans le final. Il a fait la différence. Adam Yates, pas loin du tout. Carapace, 3e. Evenepoel, qui sprinte sur la fin. Rubio et Poul, O'Connor. Et nous, on fait une honorable 8e place. Ma foi, c'est pas mal. Maintenant, tout reste à faire parce que pour le moment, on n'a pas montré grand-chose non plus sur ce Tour de Suisse. On se retrouve en visibilité 5 avec Roglic qui, très vraisemblablement, aura pris un petit cadeau au passage. Vous voyez, voilà, il est nouveau leader. Voilà, au boulot. Je me suis donc, sur l'étape 5, attelé à tester la résistance et la domination, si elle existe, de la Bora sur ce Tour de Suisse, et même, allons-y gaiement, hein, du team UAE, autour d'Adam Yates. Donc voilà, voir un petit peu tout ce que ces équipes-là sont capables de proposer. On va d'abord contrôler avec Umba, puis sortir avec Vinokourov et Fortunato pour essayer de
créer une première situation d'échappée qui va être assez rapidement validée. Santi Umba, très fort hein, sur ces situations-là. Vino, il est costaud. Et Fortunato, lui, c'est le patron. Il est là pour conclure. Il est là pour conclure le bon coup si jamais ça aboutit. On va par contre tout de suite avoir un vrai test en termes de pourcentage d'abord. Et puis aussi pour le GPM de cette première difficulté du jour. Voilà, on s'est fait damer le pion. Et j'ai beaucoup de mal à prendre les points lorsque c'est aussi bien contesté. Hein. Je ne peux pas dire que j'y arrive réellement. Après, vous voyez, il y avait une mini cassure qui s'était opérée. Il y avait Tupalik et Fagundes qui étaient avec Vino. Je me dis, mais ne les ramène pas. Ce sont deux concurrents. Attendons que ça revienne peut-être de l'arrière. Voilà ici, Visma qui a placé quelqu'un dans une deuxième échappée, contre-attaque avec Glog. Et le travail d'ailleurs de ce dernier va permettre à tout le monde de rentrer. Ok, 14 hommes à l'avant maintenant. Puis c'est le moment que je choisis, puisqu'ils viennent de faire un très gros effort, évidemment. Hein. Je l'ai vu sur la barre de Vinokourov. Hein. Ils viennent de faire un très très gros effort. Bon ok, on va en remettre une couche. Et puis on va essayer de voir si tout ce petit monde-là est capable de s'accrocher lorsqu'on accélère. Réponse, je me retrouve assez vite limité, parce que Umba n'a pas non plus des... Enfin, c'est pas Wout van Aert en termes de caisse, et donc on est limité, donc forcément ça revient un peu, mais dans un premier temps on avait quand même réussi à en lâcher pas mal. Changement de stratégie donc, on va protéger Fortunato à l'approche du GPM, là encore. On chasse les points, on sait jamais, hein. Peut-être que ce Grand Prix de la montagne pourrait nous sourire un jour. C'est pas le cas sur ce sprint-là, mais c'est pas grave. On s'accroche, on est présent, on est dans l'échappée. On va mettre un relais infime de la part de Santi Umba. De toute façon, dans les descentes, il y a toujours quelqu'un pour rouler. Vous voyez qu'à l'arrière, je vérifie que Sreling se positionne correctement. C'est pas le cas. Il était assez bien redescendu dans le peloton, donc on va essayer de le remonter. Puis derrière, on voit un peu en difficulté Vinokourov qui s'est encore fait lâcher et qui aura beaucoup de mal à rentrer. Les sprints en revanche, pour le classement par points, je participe pas. Je cherche juste à ne pas être décroché du groupe, mais je les laisse s'expliquer entre eux. Vous voyez, donc je décide de relever le petit Vinokourov. Hein. C'est pas la peine de se cramer là. L'écart ne cesse de se creuser vis-à-vis de la tête de course, donc autant se relever, peut-être servir plus tard de protecteur à Sreling, au cas où. Moi je sais pas si le peloton revenait, s'il y avait une contre-attaque à jouer pour Sreling, on sait pas, il faut toujours rester un petit peu vigilant. Bon, c'est pas le cas, c'est pas la tendance, vous voyez, ça a fondu en 5 minutes, 4 minutes, maintenant 3 minutes. Ce que je me dis, c'est que au pied des 11 derniers kilomètres d'ascension, là où ça devient vraiment costaud, si on a 2 minutes, je pense qu'on peut le faire. Voilà. Et vous voyez qu'on flirte avec les 2 minutes. On n'est pas encore dans le dur, là. On n'y est pas. On flirte avec, voire même c'est en train de réduire. Et là, par contre, il y a une vraie interrogation. On va tomber vers les 1:30. Même, ça va même un petit peu diminuer. Donc, c'est le moment que je vais choisir pour commencer à fournir un vrai effort avec Fortunato. Le protecteur étant Santi Umba, vous voyez derrière, ça s'était bien animé. Mais les quick-step ne semblent pas en mesure de faire non plus d'imposer un train d'enfer au peloton. De toute façon, il suffit de voir la barre de mes coureurs dans le peloton. Hein. Les IF n'ont pas d'équipier avec Carapace pour vraiment travailler. Les Bora, on dirait que mystérieusement, il n'y a plus grand monde. Et les UAE, ma foi, ça doit être eux qui sont plus ou moins à la baguette, mais ils doivent être dans le dur également, ce qui fait que avec cet effort curseur assez tranquille, Fortunato protégé par Umba, ça aussi moi je trouve que c'est une bonne tactique de mettre un effort curseur protégé avec un bon grimpeur. Ça peut faire très très mal. On va assez vite s'esseler dans cette ascension finale. Vous voyez, Umba il lui reste même encore un petit peu de barre. On pourrait y aller à deux. Mais attention à la contre-attaque quand même. Hein. Donc, puis je vais appuyer un peu fort là parce que puisqu'on entrevoit cette victoire avec Fortunato,
Il ne s'agit pas non plus de trop lever le pied. O'Connor, Roglic, Carapace, Rubio. Evenepoel est un peu moins présent. Ah, ça va, on le voit. Bilbao également derrière. C'est Roglic qui s'emploie pas mal pour essayer de combler l'écart avec la tête. Il n'y a encore que 2 minutes environ à ce moment-là et Fortunato laisse définitivement Umba pour aller s'imposer. Et puis, il va s'imposer, mais en plus de belle manière. C'est-à-dire que il va y avoir plus de 2 minutes sur la ligne au moment où Umba deuxième franchit, mais encore un petit peu plus, presque plus proche des 3 minutes au moment où Bilbao et Rubio franchissent. Van Aert aussi a concédé beaucoup de temps, c'est un peu plus logique. O'Connor, Roglic auront encaissé un écart assez phénoménal, et quant à Remco, il aura été vraiment dans le dur comme Carapace et s'apprête à concéder. Ah, ça va aller au-delà des 4 minutes, hein, peut-être. Je crois en tout cas. Voilà. Victoire totale, donc, pour Astana, sur cette 5e étape. L'étape est prise, la visibilité monte à 10. Et en plus de l'étape, vous l'avez deviné, c'est le maillot de leader qui nous tend les bras. Environ 1 minute 20 d'avance sur Roglic. Qu'est-ce qui est jouable réellement ? Peut-être pas se faire trop d'illusions non plus, hein. Ça va être très très difficile à tenir, car il reste 3 étapes, dont un contre-la-montre assez dangereux. Au classement de la montagne, on est repositionné, mais ce sera pas la même histoire pour aller faire les points. Voilà. Tout cela est intéressant et augure d'une belle fin de Tour de Suisse. Alors allons-y vite. Alors j'ai réfléchi un peu avant de jouer l'étape 6, et puis je me suis dit qu'il fallait peut-être essayer de contrôler sur cette étape-là, de voir un petit peu ce qui se passe, parce que si ça se trouve, la dernière difficulté ne suffit pas à lâcher Fortunato, qui peut garder sa petite minute 20 là sur Roglic, et voilà, qui sait peut-être avoir une bonne forme le jour du contre-la-montre, ou résister et peut-être garder un top 5 ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit qu'il fallait la jouer d'une certaine façon. J'ai tenté d'envoyer tous ceux qui pourraient servir d'équipier, quasiment, je les ai envoyés dans l'échappée, histoire de clairement annoncer la couleur. Bon, là, le maillot, on ne le défendra pas. On ne défendra pas le maillot, on joue les maillots distinctifs, et puis on joue aussi peut-être la victoire d'étape pour Santi Umba, ou peut-être s'il tient la route pour Ide Sreling. Toujours est-il que dans cette échappée, initialement de 14 coureurs, Mathieu Van Der Poel est le premier à craquer à environ 9 km du sommet. Et puis ensuite, on va essayer d'exister. C'est pas facile, hein, parce que Voisard est fort, De la Cruz est pas mal. Mais bon, grosso modo, avec ce gros effort de Santi Umba, que je protège avec Lopez, en fait, on arrive à lâcher les autres de manière assez surprenante. Je m'attendais pas du tout à ça. Bon, du coup, c'est gratuit. Col hors catégorie, 20 points pour le premier. Donc, Umba se retrouve un peu malgré lui, enfin non, quand même pas, mais se retrouve en tête du maillot de la montagne. Et puis derrière, ça maintient un écart assez raisonnable. Je trouve que les UAE et les Bora se partagent plutôt pas mal le travail. On voit pas trop les quick step Soudal de Remco Evenepoel, mais bon, grosso modo, vous voyez, cette échappée, elle a pas vraiment l'occasion de prendre du champ. On va donc tenter un petit peu notre chance, mais sans vraiment d'espoir. Donc Umba me semble être clairement meilleur que les deux autres, hein, sans discussion. Sreling, vraiment, je suis super déçu sur terrain montagneux, et c'est là que le 68 prend, à mon sens, toute sa signification, quoi, hein. C'est assez décevant. Ide Sreling, vraiment, on va pas espérer grand chose à part sur terrain vraiment vallonné, mais bon, à ce moment-là, on a des coureurs meilleurs que lui, donc je suis vraiment un peu déçu, je vous l'avoue. Bon, peu importe, on va pas juger là-dessus. Ce qui va juste importer ici, c'est de se rendre compte que
Voilà. Voisard de chez Tudor est vraiment bien plus fort que les autres, même si Roth a existé. Umba était un peu trop juste. Et puis derrière, finalement, regardez, il va pas y avoir de vraie différence entre les uns et les autres. Si, je pense que Roglic va être bénéficiaire de quelques secondes. On va lui compter un peu avec Adam Yates. Un peu de temps, et Fortunato va en perdre un peu, mais honnêtement, à la loyale, hein, je dirais, hein, c'est-à-dire à la loyale sur une montée relativement courte. Alors, c'est pas un col de 20 bornes, hein, c'est une montée de quoi, de 8 km, je crois, à la montée finale. À la loyale, en vérité, il manque de résistance. C'est vraiment la note de résistance qui fait super mal par rapport aux top coureurs. Du coup, on va perdre un peu de temps, hein, vous le voyez, il y a eu un petit écart, une 24, une 41, voilà, on perd une dizaine ou une vingtaine de secondes, 17 exactement. Donc on conserve le maillot, mais il me vient à ce moment-là une idée pour l'étape suivante, c'est que l'étape suivante, je peux pas la jouer de la même manière. Si je la joue de la même manière, bah on va sortir du top 5, et puis à l'issue du contre-la-montre, on sortira carrément du top 10. Donc j'ai pris la décision de tenter autre chose. Donc une fois n'est pas coutume, il va falloir ne pas rater le tout début, parce que je lance une offensive dès le départ. Je me dis la chose suivante. Puisqu'on a la chance d'être positionné devant, avant même que les équipes ne s'organisent, on va sortir. Voilà. Il se trouve qu'il y a Morkov qui est là, il y a Santi Umba, parfait. Il y a Fortunato, bien sûr. Et puis après, bah, c'est qui même me suivent. C'est-à-dire que il faut rouler tout de suite. Les autres équipes doivent rouler tout de suite. Alors là, je repositionne un peu quand même Sreling, Vinokourov, Fedorov et Lopez, mais sans que ce soit très très important. C'est juste pour pas qu'ils se fassent décrocher, entre guillemets. Quand il y a des départs comme ça, avec pourcentage assez fort, faut pas rater, hein, je pense, le tout départ. Et en vérité, à ma grande surprise, l'échappée va être validée. C'est-à-dire que je n'ai pas vu rouler de manière, je dirais, forcenée le peloton, que ce soit les UAE, les Bora, ou voire même d'autres équipes, IF pour Carapace, etc. Donc on se retrouve ainsi au premier sprint, où on nous a laissé clairement prendre du champ, environ 3 minutes 30 pour ce groupe d'échappés. Alors Morkov, le pauvre, il a bien vite lâché prise, mais on a quand même Santi Umba et Fortunato à l'avant, donc c'est plutôt pas mal. Et puis surtout, regardez, le peloton, bah, c'est même plus 3 minutes 30, quoi. C'est 5 minutes quasiment qui laisse au premier GPM. Bon, ok. On peut supposer qu'il y a quand même un moment donné où ils vont se réveiller, mais c'est peut-être la fable du lièvre et de la tortue qui va être rejouée, mais sur PCM. Hein, parce que si on laisse trop d'avance à certains coureurs, peut-être qu'on les reprend jamais, quoi. Donc, vous voyez, 4 minutes 10, voilà, l'écart se réduit un petit peu, mais pas non plus de manière drastique. Hein. Faut dire qu'il y a un bon groupe pour rouler à l'avant. Hein, les 15 coureurs s'entendent bien. Et puis derrière, vous voyez, le seul Amador se voit confier le travail de mener le peloton. Donc c'est un peu cavalier de la part de la Bora. Hein. On peut pas dire que vraiment d'autres équipes s'impliquent. Très bien. Alors dans ce cas-là, on continue. Hein. On continue. Puis là, je vais changer un petit peu mon fusil d'épaule à quelques kilomètres du sommet. On va commencer à protéger Fortunato. Et puis on va peut-être même appuyer un peu sur la toute fin du col. C'est un très très beau col, hein, le col de la Croix. Hein. Voilà, on appuie un petit peu avec Fortunato pour tester un petit peu le terrain, voir qui est capable de suivre. Est-ce que Sam Oomen? Est-ce que Zimmerman? Non, personne. Personne n'est capable de suivre Fortunato si on s'en donne vraiment les moyens. En tout cas, sur ce coup-là, c'était pas le cas. Yannis Aguirre, c'était pareil. Mais surtout, allez, avec combien... Donc voilà, Umba est lâché. Peut-être qu'il peut encore revenir. Hein. C'est pas mort. Hein. 8 minutes au sommet du deuxième col. Donc là, c'est du mépris à ce stade-là. C'est du mépris ou alors c'est un fail. Voilà. Donc comme le jeu n'a pas d'intelligence propre
on va évacuer la piste du mépris, et on va juste se dire que ils ont pas su réagir à temps. Après, regardez, il y a plus que 5 minutes 30, presque en bas de la dernière montée vers Villars-sur-Olon, mais pour autant, ça a beau se démener, regardez, même de manière assez désordonnée, hein, puisque Wout van Aert a trouvé le moyen de lâcher les gens. Après, vous avez Alaphilippe et Landa qui essayent d'accélérer pour le compte de Remco. Là, on a quand même réussi à avoir un écart qui se réduit à 2 minutes 50 hein, à ce stade-là, hein, donc c'est peut-être en bonne voie. Moi, je me dis, grosse accélération peut-être des favoris, ils vont nous croquer. Hein. On a été un peu trop sûr de nous. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais me laisser clairement décrocher du groupe de tête. Plus c'est allé dans cette étape, moins la victoire d'étape ne m'intéressait. Elle ne m'intéresse plus. Ce n'est pas la victoire d'étape qu'on vise ici, du coup, c'est l'écart. Et si Lorenzo arrive à imprimer un gros écart à tout ce petit monde-là, il aura peut-être une main sur la victoire. Devant, ça va s'expliquer. Regardez, c'est Filippo Zana qui va s'imposer de manière relativement nette hein, au sommet. Derrière, Fortunato, justement, c'est bien, il lui en reste un peu pour pouvoir sprinter. Peut-être ça jouera, chaque seconde peut compter. Puis derrière, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Roglic a tellement travaillé qu'il est un peu en défaillance. Evenepoel, il est guère mieux. Et Carapace, on peut pas dire qu'il soit au top non plus. Et voilà comment ces trois-là vont perdre le Tour de Suisse. On dirait c'est pas grand-chose pour eux. Mais pour nous, c'est beaucoup. Perdre le Tour de Suisse sur ça. Sur finalement quoi? Sur un petit mécanisme du jeu qui veut que, ce que j'ai voulu tester en fait, hein, en vérité. J'ai voulu le tester sur une course, on va dire, moins importante qu'un grand tour, mais qui reste quand même très importante. J'ai voulu tester, de voir, qu'est-ce qui se passe si j'attaque dès le début. Alors, peut-être que Fortunato a une mauvaise renommée. Peut-être, hein, vous voyez la renommée, hein, quand vous allez dans Fast PCM Editor. Donc Fortunato a une mauvaise renommée. Il a des notes aussi sur le papier qui sont peu reluisantes. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a un 77 en montagne, un 76 en moyenne montagne et un 75 en vallon. Et puis après, il doit y avoir un tout cassé, un 75 ou un 76, je ne me souviens plus, en descente, quoi. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a hein, sur ce coureur. Il se peut que le jeu prenne en compte la dangerosité. Je sais pas. Mais toujours est-il que ça mérite une petite autopsie. Cette étape 7 du Tour de Suisse. Donc Roglic qui bouge pas. Vous voyez, à aucun moment il y a des Bora qui viennent participer. Il y a déjà une moitié du mal qui est fait ici. Hein. Et puis, un petit peu plus tard, on voit que dans la descente, ça roule pas non plus à tombeau ouvert. C'est pas... Ouais, voilà. Donc j'étais après un peu surpris. Je voulais voir à quel moment ça avait bugué. Et je crois que c'est là. Je crois que c'est dans ce passage-là, c'est-à-dire les 4-5 derniers kilomètres de ce col de la croix, où en fait, Amador, il en peut plus. Voilà. Amador, il en peut plus. Le Movistar, il n'a pas aidé. Je crois que c'était un Bahreïn, il n'a pas aidé non plus. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Roglic, Yates, Evenepoel et Carapace, par exemple. Ils sont très forts, mais s'ils doivent se taper tout le boulot, ils sont comme les autres en vérité, hein. Ils finissent par caler. Hein. Donc là, on commence à rejoindre, par contre, quelque chose qui est la réalité, hein. C'est que vous isolez un très très bon coureur, vous le coupez de ses coéquipiers, ce qui était mon plan initial en fait, hein. C'est pour ça que j'attaque de suite. C'est parce que je veux les couper de leurs coéquipiers, parce que je veux qu'ils me suivent, en vérité, ou alors je veux qu'ils crament leurs coéquipiers dans la poursuite. Vous enlevez les meilleurs équipiers à un très très bon coureur, un très gros leader, et peut-être qu'il ne gagne pas autant, en fait, j'en suis persuadé en vérité. Hein. Donc la force de l'équipe, ça joue énormément, et en l'occurrence, on a beau être faible, avec des coureurs de deuxième, voire de troisième zone, en vérité, on peut arriver à déstabiliser cette IA qui s'organise comme elle peut par moment, et en l'occurrence, ici, a fait preuve d'une forme de suffisance. L'étape 8 sera donc une forme de
de formalité, avec un petit jeu à plusieurs pour savoir qui va s'imposer. Est-ce que ce sera Adam Yates qu'on a vu juste avant? Est-ce que ce sera Remco Evenepoel qui vient de claquer le premier intermédiaire de référence, ou est-ce que voilà, Roglic est juste derrière, il n'a pas appuyé autant sur le plat que l'avait fait Remco. Moi, j'y vais d'un effort relativement modéré. Vous voyez, je suis à 78 jusqu'au premier inter, et puis un petit peu plus loin, je vais monter à 80. De toute façon, je peux pas faire mieux. Il faut respecter la consommation de barres. Je peux rien faire. Je peux rien faire de plus. Donc Remco Evenepoel, a priori, devrait aussi passer en tête au deuxième intermédiaire. Mais après, ça veut rien dire parce que Roglic ou Yates peuvent faire mieux. Même Carapace va savoir sur un malentendu. On ne sait pas en plus dans quelle forme sont ces coureurs. Hein. Au final, hein, peut-être qu'ils ont un -2. Hein. Donc, oui, voilà. Remco, meilleur temps à l'intermédiaire 2. Carapace, peut-il le bousculer? A priori, ce ne sera pas en tout cas avant la ligne d'arrivée. Omen est en train de se faire rattraper par Adam Yates. Ok. Et puis, donc Omen, déjà, un profil beaucoup plus modeste. Il se fait ouvrir par Adam Yates, qui est tout à fait placé pour peut-être remporter la victoire d'étape. Et Primož Roglic est aussi très 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 bien situé. Il est qu'à 5 secondes de Remco Evenepoel. En revanche, vous voyez, on est très loin de l'intermédiaire 2 avec Fortunato. C'est-à-dire qu'on va déjà, après avoir concédé 55 secondes sur la première partie, on s'apprête à reconcéder pas mal de temps sur la deuxième partie de ce contre-la-montre. On a pris 1 minute, grosso modo, sur les tout meilleurs. Ce qui fait que je finis presque par avoir peur. Allez, donc Remco, voilà, j'ai eu du mal à le rattraper. Remco a pour l'instant le meilleur chrono. Carapace ne l'embêtera pas. Adam Yates peut-être embêter Remco. On va voir. En tout cas, il a l'air d'être bien en canne ce jour-là. Ouais, chose faite. Il lui a même mis vingtaine de secondes. Hein, bien joué. Hein. Roglic, ensuite, va mourir à 6 secondes de Yates. Et nous, par contre, on a vraiment le temps de regarder le paysage. Hein. Parce qu'on est bien loin. Et on est bien loin. Et à tel point que je commence limite à me faire du souci. Est-ce que plus de 3 minutes vont suffire pour conserver ce maillot jaune acquis d'une manière relativement bizarre, en tout cas inhabituelle en tout cas. Réponse 3,19, ouf, ça va, c'est sauvé. Mais qu'est-ce qu'on a pris cher. Vraiment, qu'est-ce que je regrette ce vilain 64 et 61 en prologue et en contre-la-montre là, pour Fortunato qui se prend 3 minutes 20 sur le coup. Il fait moins bien que Lopez et moins bien que Sreling. Donc a priori c'est un grimpeur, mince alors. Faut arrêter. Mec doit quand même... Moi je pense que la note de montagne n'a pas été prise en compte de manière prioritaire, comme l'écran d'accueil nous l'annonçait. Bon, on a fait moisson hein, sur ce Tour de Suisse, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Moi je retiendrai juste de visibilité 10, plus quelques leçons sur le comportement de l'IA. Et un jour avant la fin de ce Tour de Suisse, c'est-à-dire le 15 juin, il y avait encore un rendez-vous dossier. Rendez-vous dossier, ça veut dire qu'il y avait encore des points. On nous a encore donné 6 points de plus. Et il y avait moyen de peut-être réactualiser notre liste de contacts pour la saison qui vient. Donc pour moi, Ayuso, Aranburu, Lascano, Bettiol, c'est réglé. Il va me rester seulement 7 points si je prolonge tous ceux que je vous ai indiqués en jaune en bas à droite. Je vais donc, un petit peu désolé, devoir abandonner la piste Julien Alaphilippe. Bon, quelque part aussi, peut-être ça cadrait pas génial non plus avec le projet. Donc voilà. Puis avec les 7 points donc, que j'ai calculés qui me restent, je vais aller explorer une piste qui, elle, nous donnerait une vraie plus-value. Ce serait la piste Casper Asgreen. Ok, Casper Asgreen n'est plus le Casper Asgreen d'il y a 3 ans, mais ça reste quand même un drôle de coureur. Donc, allez savoir. Puis après, je vois que Battistella ne vaut qu'un point. Mais attention, j'y tiens. Hein. Mais il veut rejoindre l'équipe. Hein. C'est comme Lutsenko, il est déjà entre 76 et 99%. En revanche, il y en a un qui n'est pas
à ce seuil-là de souhait de nous rejoindre. Alors, on va ajouter aussi Ballerini, pour pas l'oublier. Et donc je vais faire un petit switch, parce que je m'aperçois à ce moment-là que j'ai mis Lutsenko, alors qu'en fait, lui est déjà décidé à rester. Mais j'aurais mieux fait, pour faire monter la confiance et donc baisser le tarif, j'aurais mieux fait de mettre Scaroni. Parce que lui est entre 31 et 50%. Donc on va mettre Scaroni, on enlève très très temporairement Lutsenko de cette liste. Et voilà. Donc ça va nous permettre d'attendre sereinement la phase suivante le 30 juin. Voilà. Je crois qu'à ce stade-là, il y a une chose qu'on attend nécessairement. Ça s'appelle le Tour de France. Et c'est ce que je vous propose au prochain épisode. Non sans avoir, au passage, tenté une petite rafle sur les maillots divers et variés au cours, vous l'avez deviné, des championnats nationaux. Voilà, à plus.